Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 9 novembre 2024, il est 8 h et comme chaque matin, nous allons vous accompagner jusqu'à 9 h 30 et Mina Abed nous rejoint. Mina, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va, Mina? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, notre ami Ahmed Ghali a choisi de rendre hommage à deux personnes ou deux personnalités qui ont marqué déjà l'histoire de l'Algérie durant la Révolution, mais même après l'indépendance. Ce sont deux personnes, particulièrement l'un d'entre eux, qui a eu quand même sa pierre angulaire dans l'établissement, on va dire, du système de la santé en Algérie juste après l'indépendance. Ça te parle? Je pense que oui. Il y a beaucoup de personnes, effectivement. Il y a beaucoup de personnes, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup de belles choses pour l'Algérie, particulièrement après l'indépendance. Bien entendu, après l'indépendance, tout était détruit. Il fallait, donc le challenge, c'était de tout reconstruire et surtout de donner un très très bel exemple de réussite dans pas mal d'éradication de certaines maladies. Exactement. Ça te parle? Ça me parle. Par exemple? Les Cholets. Par exemple, les Cholets, justement, notre ami, comme je vous le disais, Ahmed Ghali a choisi ce matin de rendre hommage aux Cholets, aux deux professeurs Cholets, donc, qui ont fait beaucoup pour l'Algérie, particulièrement déjà pendant la Révolution et aussi juste après l'indépendance et même quelques années plus tard. Et aussi, lorsque tu veux acheter un produit quelconque produit, quelle est la première chose à laquelle tu vas penser? Ouais, ça dépend du produit. Hein. Ça dépend du produit. Ça dépend du produit. Alors, mais en général, tu vas penser à quoi? La qualité du produit d'abord. La qualité du produit. Et est-ce qu'il est certifié ISO. Donc, Ah, à ce point? Ah bah oui. Pour certains produits, oui. Pour certains produits. Point, Mina. Ah, t'es exigeante, hein? Pour certains produits, il faut être exigeant. Ouais. Tu achètes un chauffage, tu ne vas pas acheter n'importe quoi. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, il y a certains produits, il faut être vraiment exigeant. Donc, la qualité du produit est très, très importante. Après, tu penses au chauffage, bien entendu, c'est la période, parce que tu vas nous présenter une carte tout à fait généreuse tout à l'heure. Ah bah oui, très généreuse pour aujourd'hui, effectivement. Voilà, alors, très bien trouvé, Mina, puisque c'est la qualité que tu cherches. Effectivement, beaucoup de personnes cherchent d'abord la qualité. Alors, quand on a le rapport qualité-prix, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais c'est d'abord la qualité. Alors, est-ce que tu savais que la qualité, on lui a consacré une journée mondiale? Ça, je ne le savais pas, par contre. Eh ben, c'est la journée mondiale de la qualité. C'est chaque année le 8 novembre qu'on parle justement de la qualité. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une concurrence quand même un peu rude, n'est-ce pas? Et on peut trouver sur les étalages quand même des produits aujourd'hui dits porteurs de plusieurs maladies. Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier la qualité. Et bien justement, la journée mondiale de la qualité et surtout la qualité, nous en parlons ce matin en compagnie de notre expert qui sera parmi nous dans un petit moment. Le salon du livre a débuté donc le 6, il va se poursuivre jusqu'au 16. Tu as eu l'occasion de le visiter ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Le week-end, je préfère éviter le week-end. On évite le week-end, effectivement. Oui. Donc on aura la semaine jusqu'au 16. Toute la semaine, voilà, jusqu'au 16 pour aller visiter, profiter et découvrir. Il y a quand même beaucoup de titres cette année. Et la nouveauté par rapport à cette année, c'est qu'on peut déjà faire sa commande en ligne si jamais on ne peut pas se déplacer. Donc, ça, c'est bien ça. Voilà. Effectivement. Et puisque nous parlons donc du salon du livre, voilà, je perds des mots, puisque nous parlons du salon du livre, donc un auteur sera parmi nous ce matin, auteur-compositeur, d'ailleurs qui a marqué de son nom de plusieurs interprètes. Voilà, plusieurs chanteurs. Et justement, il a mis en circulation, il a édité un livre autour de la chanson, autour de la musique andalouse. Il sera parmi nous donc pour nous parler de son livre. Et comme chaque samedi, nous terminerons l'émission en compagnie de notre amie Amina Zeri, bien entendu, qui sera accompagnée ce matin d'artisanes donc, qui font un très très beau travail, encore une fois, pour la préservation du patrimoine. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Et dans un petit moment, Mina, tu vas nous donner une nouvelle du ciel. Avec plaisir. Et aujourd'hui, beaucoup de belles nouvelles. Oui. Sur beaucoup de régions. Surtout selon Amel Larribi. Surtout selon Amel Larribi. Surtout selon Amel Larribi, aujourd'hui, ça va être le grand ménage. Ah non, aujourd'hui, c'est le bonheur. C'est le bonheur, ça va être le grand ménage, n'est-ce pas? Alors, les nouvelles du ciel, mais ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et
Et on disait qu'aujourd'hui, Mina Abed va nous présenter une carte très très généreuse et beaucoup de bonnes nouvelles sur l'ensemble du territoire pratiquement. Pratiquement, non. Pas tout le territoire, mais l'ensemble du territoire. Alors, Amel, aujourd'hui, tu peux faire un grand ménage. Non, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Il n'y a pas de souci pour ça. Un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. Vas-y, c'est à toi. Merci beaucoup, Noor. Eh bien, effectivement, on notera le retour des pluies. D'ailleurs, ça a déjà commencé sur l'ensemble des régions nord, notamment sur le centre. Elles seront un peu plus importantes vers la partie est et accompagnées d'orages. En revanche, sur l'ouest du pays, le ciel restera voilé en journée, de plus en plus nuageux en fin d'après-midi, avec des pluies à partir de la soirée. Sur les régions sahariennes, on notera des passages nuageux sur le sud-ouest, la Saoura, le nord Sahara, avec de fréquents soulèvements de sable. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera une petite baisse du mercure avec sur la moitié nord 22 degrés du côté d'Alger, 23 degrés à Annaba, ainsi qu'à Guelma, 21 degrés à Constantine, ainsi qu'à Oran, Tiaret, 24 à Tlemcen, 19 à Al-Bouyadène Hama, on notera 28 degrés à Gardaya, 31 degrés du côté de Tindouf, 32 degrés à Drar et Insalah et enfin 33 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien, on notera une mer peu agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 10 à 20 km/h à l'ouest, au centre et à l'est. On passe tout de suite à l'Europe. Pour cette journée, eh bien, on notera un ciel plutôt couvert du côté de Londres, un ciel voilé à Paris, Madrid, Lisbonne, ainsi qu'à Vienne. Côté température, on notera 8 degrés à Londres et Berlin, 21 degrés à Rome, 12 à Vienne, Paris et enfin 18 degrés à Madrid. Encore une fois, très bonne matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et on notera pour aujourd'hui, donc Mina, des températures plutôt agréables. Hein. Ce n'est pas encore les températures de saison, mais plutôt agréables. Ça commence à baisser ça par commence rapport à baisser, hier. effectivement. Effectivement. Non, non, c'est de bonnes températures par rapport au temps qu'on va avoir. Donc, c'est des températures plutôt pas mal. Voilà, plutôt agréable, mais quand même, mettre un petit quelque chose le matin, il fait frais. Non, il faut avoir une veste le matin. Il fait très humide, il fait un petit peu frais, effectivement. Voilà, effectivement. Bah, merci beaucoup, Mina. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure, donc après le journal télévisé du midi, après celui de 19h, à 9h30. Même si tu n'as pas ramené ton café, je peux t'en offrir. Non, il est là, il est là. Ah, d'accord, comme je n'avais pas vu ton thermos ici, comme d'habitude. Oui, mais il est là. D'accord. Il est à côté. Bon, je voulais me montrer généreuse de beau matin, mais bon. Ah non, mais tu peux. Ah, j'ai pas changé d'avis. Hein. Ah ben voilà. Ah ben voilà, alors on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, Mina. Allez, à tout à l'heure. Et ce sera pause musicale comme d'habitude. Et cette fois-ci, ce sera en compagnie de Hadj Hachmi Gababi. On se retrouve juste après. راني غلقت بابو وقضيت عليه مضات حوالو كلها حتى للنهاية ما باقي في البال غير راحة بعد هواليه كل شي ما صار بقات قصاته غير حكاية طفات شموعه طاح لي نسيان عليه الماضي راني غلقت بابو وقضيت عليه قضيت على أهل الخدع والرشوة والشفاية بياعين القرد ويضحكوا على اللي يشريه إذا حقك كان باين يسطعكي المراية القضيب شطارته يغم ويغطيه يحطم المظلوم ويزيد للظالم عناية غاب الحق والباطل انتصر وزهت مواليه الماضي راني غلقت بابو وقضيت عليه ابدا عمري ما نزيد نتلفت لورايا الماضي راني غلقت بابو وقضيت عليه ومضات حوالو كلها حتى للنهاية ما بقي في البال غير راحة بعد هواليه كل شي ما صار بقات قصاته غير حكاية
تفات شموعه طاح لي نسيان عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه طال ضري وقت الرشقاية فعل الخير لا من يساومه ولا من يشريه والقاضي يبغي المال ويحب الهدايا وإذا ما عندكش روح شوف وين تبات لهيه الرجوع إليك يا خالقي يا مولاي الحق دايم يعلى ولا يعلى عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه ابدا عمري ما نزيد نتلفت لورايا الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه مضات حواله كلها حتى للنهايه ما بقي في البال غير راحه بعد وليه باقي لي شي ما صار بقات قصته غير حكايه فات شموعه طاح لي نسيان عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه كلها في مسرح رواية كل واحد فيها يمثل دوره رغم عليه والغافل خليه راقد في غفلة وسهاية إذا طال الحال لابد حسابه يصفيه أفهم قولي يا البيب وفهم رقة معنايا اللي ترهنوا غير بيعوا ما تندمش عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه ابدا عمري ما نزيد نتلفت لورايا الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه مضات حواله كلها حتى للنهايه ما بقي في البال غير راحه بعد هواليه كل شي ما صار بقات قصته غير حكايه طفات شموعه طاح لي النسيان عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه عشيات كأنها Et voilà, c'était donc le Hadj El Hachmi Grouabi. Sans plus tarder, notre ami Ahmed Gregass nous rejoint. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaykoum. Sabah al-anwar. Alors, pendant qu'on écoutait, on appréciait le Hadj El Hachmi Grouabi, Allah yarhamou. On parlait justement du Sila parce que tu as quand même fait un petit tour hier. Il fallait bien. Donc, il fallait bien, il voilà. fallait bien. Donc, je ne pouvais pas résister. Donc, je suis parti avec un voisin, Omar. On a décidé de partir après l'Asr. On est arrivé vers 17h. Donc, j'ai passé 2 heures pratiquement. Il y avait du monde, il y avait beaucoup d'enfants. Ça, c'est rassurant. Ah, donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Oui. Donc, bon, il faut fouiner un peu. Il y a un problème d'application jusqu'à présent. Je pense que ça n'a pas été réglé. Je pense qu'ils vont le régler incessamment. Donc, mais sinon, il faut vraiment découvrir. Et cette année, il y a quelques pays qui viennent. Donc, j'ai vu un stand d'Indonésie, j'ai vu des Turcs, j'ai vu plein de pays que d'habitude, ils ne sont pas aussi présents. Et Oman. Donc, ils ont plusieurs stands. Donc, c'était bien. Donc, mais il faut fouiner. Donc, il faut vraiment prendre du temps et aller voir et chercher. Il y a beaucoup d'éditeurs algériens, il y a beaucoup de nouveaux titres. Donc, c'est bien, je pense. Que voilà, il faut en profiter. Nous avons encore jusqu'au 16. Oui. Donc, les retardataires comme moi devraient profiter de l'occasion durant la semaine. Voilà, voilà. Donc, c'est ce qu'on se dit. On va faire passer le week-end et après, on aura la semaine pour pouvoir en profiter. Alors, justement, aujourd'hui, parlons de livres, parlons de personnalités. Aujourd'hui, tu as choisi de rendre hommage à 2 personnalités très, très particulières, on va dire. Parce que, d'abord, elles ne sont pas de nationalité algérienne d'origine, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont algériens de cœur.
Mais l'empreinte, elle était là déjà durant la Révolution, mais même après l'indépendance et bien après, par la suite. Exact. En fait, c'est des Algériens. Tout simplement, c'est des Algériens parce que Pierre Chollet, donc puisqu'on parle des Chollet, lui il est né à Alger, donc déjà Claudine n'est pas née à Alger, mais ils ont vécu leur enfance pratiquement et leur jeunesse à Alger. Donc c'est des gens qui ont choisi l'Algérie. Exactement. Non, mais qui ont naturellement choisi le pays où ils ont vécu. Donc là où ils se sont sentis bien, là où ils ont eu des relations, là où ils ont connu leur enfance, ils ont connu ils ont construit leurs souvenirs. Donc ils ont eu des amitiés, des camarades, des amis, donc des engagements aussi. Et ce qui est bien chez eux, c'est que ils étaient catholiques convaincus. Donc mais justement, c'est leur formation religieuse et leur conviction, l'histoire de leur famille ils ont vécu en fait dans deux mondes parallèles, l'un dans le monde catholique syndicaliste, l'autre dans le monde républicain, démocrate, mais les deux étaient engagés. Et ils ont vécu en Algérie, ils ont vu de leurs propres yeux l'injustice qu'il y avait en Algérie. Et ils ont compris que le responsable de cette injustice, c'est tout simplement le système colonial. Donc il fallait détruire ce système qui laissait à la marge des millions de personnes, parce qu'il n'y avait pas que l'Algérie aussi, il y avait tous les pays africains, tous les pays asiatiques qui étaient mis à la marge de l'histoire du monde. Et donc quand les Algériens ont décidé de prendre leur destin en main, donc tout simplement et tout naturellement, ils ont adopté cette position, et c'était des gens de principe, et ils sont engagés tout simplement. Donc Pierre Chollet... Là, on voit aussi deux mastodontes, hein. Donc nous avons Pierre Chollet aussi, et Frantz Fanon. Voilà. Et les deux étaient médecins, l'un était psychiatre. Alors, Pierre Chollet, je crois qu'il était infectiologue, je pense qu'à la fin, ils étaient médecins, et on voit donc... quand on voit leur faciès, c'est deux races différentes, disons-le comme ça, de souches différentes, mais c'est des gens tout simplement normaux. C'est des gens équilibrés et qui ont vu l'injustice, qui ont combattu, qui ont décidé de combattre cette injustice. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont nés avant nous en Algérie, ils ont bu l'eau de l'Algérie, ils ont vécu en Algérie, et au moment de choisir, est-ce qu'on choisit l'injustice ou la justice, ils ont fait le bon choix. À la différence de certains qui ont dit si on me pose la question de choisir entre ma mère et je ne sais quoi, je choisirai ma mère. C'est de la bêtise, et c'est vraiment c'est indescriptible. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin donc, de leur vie, ils ont écrit, donc ils ont décidé de retracer un peu le parcours, et ça nous a permis de voir un peu l'évolution de ces deux personnalités, comment ils sont connus. Ils sont connus dans la maison d'André Mondouz, donc un autre Algérien aussi, quelque part. Et quand on lit exactement le choix de l'Algérie, c'est vraiment, on a tout un bouquet de noms, d'un florilège de noms de militants. Donc certains on les connaît, d'autres il n'y a que le nom, donc on ne les connaît pas. Et on trouve beaucoup d'Algériens, on trouve beaucoup d'engagés, beaucoup de militants, entre autres Reda Malik qui a fait la préface, André Mondouz, les Trois Pierres, donc c'est plein d'histoires, Louenchi, c'est Abdelhamid Mahri, donc tous ces gens qui sont là, et du coup on les voit jeunes. On les voit engagés, on les voit grandir, surtout à travers les différentes époques que l'Algérie a connues. Et c'était intéressant le fait de pouvoir transcrire toutes ces informations, cette évolution. C'est ce qui a permis finalement aujourd'hui d'avoir un film. Un film exactement fait par notre ami Saïd Mahdaoui, donc ça fait déjà, je pense, 2 ans que le film est sorti. Et c'est un travail magnifique qu'il a fait, donc, parce que ça nous permet aussi de nous identifier avec ces gens, parce que on reste sur notre soif. Exactement. C'est le citoyen Pierre Chollet. Je me rappelle qu'il avait pointé du doigt le citoyen. Le citoyen, exactement. Voilà. C'est un citoyen du monde, c'est un citoyen convaincu, c'est un citoyen qui a des principes tout simplement, et c'est l'humain, donc c'est l'humain dans toute sa grandeur. Donc il a vu ce qui se
passé avec les Algériens, parce qu'on ne pouvait pas rester indifférent. Donc il y avait des tas de gens qui vivaient dans la misère. Surtout, par exemple, Claudine qui est venue, elle était exilée de France parce que sa famille était républicaine, donc ils étaient au moment de l'occupation de la Deuxième Guerre en 39-45. Donc elle était réfugiée en Algérie en fait, donc en 42 quand ils sont arrivés, et elle est née, donc elle a grandi à Bebloued, donc c'est le quartier des populaires déjà à l'époque, donc c'est des gens qui ont évolué comme ça. Donc elle a fait des études en sociologie, lui il était médecin, ils sont connus, donc bien sûr leur destin ont été liés par le mariage, et puis c'était aussi l'engagement. Donc lui il a été exilé d'Algérie à cause donc il a été emprisonné. Mais comme ils n'ont rien trouvé, exactement, ils n'ont rien trouvé contre lui, donc ils l'ont exilé, il est parti quelque temps en France. De là, il a rejoint FLN en Tunisie et il s'est mis donc à la disposition il était dans l'équipe de rédaction d'El Moudjahid, du fameux journal. Donc on le voit, il y a une photo de lui avec le premier président du GPRA, Farhat Abbas, donc en train de l'interviewer. Donc, elle va passer tout de suite, je pense. Donc, là, il a fait un travail aussi de journaliste, lui qui était médecin. Donc, en parallèle avec son travail de médecin, bien sûr, ils étaient là à soigner les blessés algériens et bien sûr les Tunisiens aussi qui étaient malades, qui venaient à l'hôpital. Mais il travaille avec des gens. Il a connu donc pratiquement tous les noms qui peuvent passer dans ta tête de tous les grands Algériens, il les a côtoyés, à commencer par Farhat Abbas, qui était président Et il y a aussi sa photo avec France Fanon. Donc ça, c'est Ben Ramadan qui leur demande d'essayer de voir le problème psychiatrique des Algériens qui étaient traumatisés, bien sûr, parce que quand tu apprends que 2,5 millions d'Algériens ont été mis dans des camps de concentration, et la majorité c'était des femmes, des enfants, des vieillards. Donc on peut imaginer aussi le traumatisme que ces gens ont eu à cause de tous ces faits. Là, c'est la couverture du livre, Le choix de l'Algérie, 2 voix, une mémoire. Et c'est très particulier parce que quand tu lis le livre, il y a vraiment 2 voix. Donc il y a le même événement, c'est la même période, donc tu as Pierre Chollet qui écrit en premier, puis tout de suite après, tu as la vision de sa femme, de Claudine. Donc même leur rencontre, donc tu as les 2 perspectives, et tu as tout ça, ils l'ont écrit en parallèle. Vraiment, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Et après l'indépendance, c'était autre chose. C'était autre chose. Exactement. Là, lui, il s'est engagé dans la lutte contre la tuberculose. Donc, l'Algérie a été le premier pays à l'éradiquer. Donc, après, pendant les années 60-70. Donc, et la méthode a été adoptée par l'OMS. Donc, il est parti faire la même chose dans d'autres pays, donc essayer de faire profiter de son expertise. Elle s'est engagée dans les différents centres de sociologie, parce qu'à l'origine, elle était ethnologue, puis bon, elle est passée à la sociologie par la suite, donc elle était et puis elle était aussi dans ça, c'est les 2 quand ils... Donc un peu plus vieux, disons-le. Moi, je les ai connus à cet âge-là, finalement, oui. Moi, je ne les ai pas connus. C'est Améred Abstanji qui me parlait d'eux, donc plusieurs fois. Pour ma part, Claudine, je l'avais interviewée à plusieurs reprises. Ah, très bien. Et professeur Chollet, j'ai déjà eu la chance d'être auscultée, on va dire, par lui au niveau de l'hôpital de Beni Messous, parce qu'il exerçait au niveau de l'hôpital de Beni Messous. Ah, très voilà. Bien. En tout cas, donc, et ça a continué jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, ils ont eu la présence d'esprit de mettre noir sur blanc leur mémoire. Donc, ils ont écrit leur mémoire, donc leur expérience de la vie, leur carrière, ils l'ont retracé dans ce livre. Donc, on ne va pas tout dévoiler. Donc, pour ceux qui veulent faire vite, ils peuvent aller voir le film. Pour ceux qui sont plus patients, et nous sommes en plein là, donc c'est le moment de lire. Mais c'est des gens qui ont marqué l'Algérie. Donc, elle était aussi dans disons dans les coulisses la confection, disons-le comme ça, des politiques, surtout de la politique un peu
socialistes de l'époque, des villages socialistes. Ah oui. Donc elle était dans toute cette réflexion, parce qu'elle était l'une des premières sociologues en Algérie, parce qu'elle était déjà formée, donc ce n'était pas le cas des Algériens. Donc ils ont aussi contribué à la création de l'université algérienne, lui bien sûr dans la confection de programmes en médecine, dans l'enseignement, et elle en sociologie. Donc c'est des gens qui ont contribué de plein pied dans l'indépendance de l'Algérie et aussi l'édifice Algérie indépendante. Donc ils ont contribué et ils font partie de ces gens qui ne sont pas si peu que ça. Oui. Donc ils sont très nombreux. C'est des gens qui ont fait le bon choix parce que c'est des gens qui étaient sensés, qui avaient du sens, qui avaient de la justice dans les veines. De l'humain, exactement. Donc on se rappelle, donc, il y a eu tous ces noms qui ont épousé la cause algérienne. Et c'est la cause des justes, tout simplement. Donc voilà un peu, puisqu'on est au mois de novembre, c'est le mois des révolutionnaires. Parce que, imagine, pour les Algériens, donc Frantz Fanon, donc a fait le travail en disséquant un peu l'histoire de la révolution, et il a déjà très tôt identifié comme révolution, parce que les Algériens ont dû faire des révolutions sur eux-mêmes. Pour aller à la révolution, donc il a vraiment étudié, et lui et Frantz Fanon et tous ces gens, donc imagine, donc en faisant ce choix, donc c'est aussi coupé avec sa famille, c'est coupé avec ses amis de l'autre côté, donc c'est être indexé, c'est être exilé, c'est être recherché, c'est être torturé aussi. Bien sûr, et des fois, et des fois assassiné aussi. Donc il y a certains qui ont perdu leur vie. Donc c'est vraiment un engagement. Donc ils auraient pu un peu, mais comme c'est des hommes de bien, c'est des femmes de bien, c'est des femmes et des hommes justes, ils ont fait le bon choix et on est maintenant en train de parler d'eux et on parle aussi des tortionnaires aussi. De temps en temps, on parle des tortionnaires, bien sûr, et chacun va régler ses comptes avec l'histoire, tout simplement. Oui, effectivement. Voilà. Effectivement, surtout qu'il faut dire que professeur Chollet a été quand même parmi ces personnes qui ont édifié, on va dire, le système de santé après l'indépendance, parce que c'est vrai qu'après l'indépendance, tout était détruit, donc il fallait tout refaire à zéro. Donc il a été parmi ces artisans finalement du système de santé de l'époque, qui a d'ailleurs éradiqué pas mal de maladies, notamment la tuberculose. La tuberculose, c'est un fait phare dans l'histoire de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Par la suite, il a même travaillé avec l'OMS en tant qu'expert, donc il a travaillé dans certains pays dans le but d'éradiquer la tuberculose aussi dans ces pays. Donc la confection de programmes, permettre à des jeunes Algériens donc d'étudier, d'aller à l'université, de s'ouvrir au monde aussi. Donc la formation, c'est ce qui... Parce que c'est en fait l'indépendance, c'était pour ça et pas pour autre chose. Donc on ne pouvait pas garder le système colonial, donc où tu as 10 millions qui vivent en Algérie, donc il y a 9 millions qui sont marginalisés et 1 million qui profitent de tout le système. Donc c'est un système, il est injuste et ça se voit. Donc c'est vraiment lire on s'identifie rapidement, on s'identifie. Déjà dans la préface de Reda Melk, donc on rentre dans le vif du sujet, parce que donc et on voit que c'est des parcours atypiques, mais c'est des parcours à méditer aussi, parce que quand on voit ce qui se passe à Gaza, donc imagine un Chollet maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il penserait? Il se dit, bon, tout ce combat pour arriver à encore à répéter la même chose, les mêmes crimes, les mêmes bêtises humaines, parce qu'on édifie des systèmes injustes et on veut que les gens s'ajustent à ces injustices. Non, on ne peut pas, même si c'est au fond de nous-mêmes, donc, comme on dirait, donc c'est des systèmes injustes et on ne voudrait pas que les choses se reproduisent. Mais bon, le système mondial, il est fait tel qu'il est fait, mais il y a toujours des gens qui sont là pour clouer dans le mur les vérités telles qu'elles le sont et pas telles que certains les veulent. Effectivement, et surtout, pas surtout comme celles qu'elles veulent, et surtout
la promotion de tous ces mensonges, Exactement, de cette injustice exactement. surtout. En tout cas, merci beaucoup, Merci, Ahmed, d'avoir rendu hommage donc, à ces deux personnalités qui sont quand même très importantes et qui ont laissé de leur empreinte indélébile, finalement, l'histoire de la révolution déjà algérienne, mais aussi après l'indépendance. Merci, Ahmed. On se retrouve samedi prochain pour une autre rencontre, Inch'Allah. Et on va rester toujours, puisque tu le disais si bien, c'est le mois de novembre et c'est le mois donc, des révolutionnaires. Ce jeudi, il y a eu un très très beau spectacle intitulé Tamen al-Hurriya et c'est Faria El-Cheikh qui l'a couvert pour nous dans ce reportage que je vous laisse découvrir. On se retrouve juste après. Ils étaient plus de 200 chanteurs, comédiens et musiciens à se succéder sur la scène de l'Opéra d'Alger pour ce chef-d'œuvre artistique. Un hommage poignant et très émouvant à celles et ceux qui ont combattu pour l'indépendance de l'Algérie. Nous, on voulait en rendre hommage aux artistes qui ont aidé la révolution et qui ont participé à la révolution. C'était ça le sujet central, c'était ça, c'est montrer l'artiste, l'auteur, les gens cultivés qui ont aidé la révolution algérienne. C'était ça l'objectif. Pendant la révolution de libération, les artistes algériens ont joué un rôle fondamental dans la lutte pour la liberté. Ils ont mis leur talent au service de la résistance en écrivant des poèmes vibrants, composant des chants patriotiques et jouant des pièces théâtrales engagées. Bien plus qu'une simple expression culturelle, l'art constitue une force capable de mobiliser les consciences et d'insuffler courage et espoir. C'est un honneur pour moi, pour toute l'équipe, c'est une fierté de participer à cette soirée artistique qui parle du rôle de l'artiste. Des hommes et des femmes qui ont lutté avec leurs plumes, leur voix, leurs sentiments. C'est le chant, c'est le théâtre qui fédérait tout le monde autour de la question de l'indépendance, autour de la lutte contre le colonisateur, des sacrifices énormes. On a parlé aussi de l'hymne national, Qassaman, de Mofdi Zakaria, dont j'ai eu l'honneur d'interpréter le rôle. On a parlé de Ali Maashi, d'Akli Yahiaten, de Fadila, de beaucoup d'artistes. Les artistes ont magistralement interprété leur rôle, soutenus par une musique puissante, apportant une profondeur émotionnelle unique. À chaque scène, l'alliance entre le jeu des comédiens et l'accompagnement orchestral a envoûté le public, présent en force durant ce spectacle. J'ai dirigé tout le concert de début à la fin et c'était un défi, c'était pas facile pour moi et j'ai jamais eu le trac pareil. Donc aujourd'hui j'ai eu le trac parce que c'est une responsabilité. C'était une responsabilité, donc j'avais pas le droit à l'erreur. Visiblement éblouis par ce spectacle musical exceptionnel, les artistes présents parmi les spectateurs étaient réjouis d'assister à cet hommage rendu aux artistes ayant joué un rôle crucial dans la révolution de libération. Je suis vraiment très content, je suis très content, je suis satisfait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un spectacle pareil. C'est un spectacle plein de vie, des costumes extraordinaires, une technique de lumière et vraiment c'est beau. Je suis accompagnée de ma très chère maman qui a gardé son voile depuis le décès de mon père, Allah yarhamou shahid. Elle a gardé El Haïk et l'Adjar. Voilà. Et je l'ai ramenée pour se défouler et voir. De toute façon, elle a connu ce que c'est que la guerre. Mais alhamdoulilah, ala al-hurriya li duqnaha. Tamen al-Hurriya, un spectacle qui a plongé l'assistance le temps d'un soir dans la profonde et riche histoire de l'Algérie, rappelant l'importance de l'art dans les grandes luttes historiques, honorant la mémoire de ceux qui ont fait de leur talent une arme de résistance. Un magnifique spectacle, une autre forme d'expression effectivement pour la préservation de la mémoire. Tamen al-Hurriya, c'était donc une pièce théâtrale que Faria El-Cheikh a couvert pour nous dans ce reportage. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser donc à, j'ai envie de dire, à quelque chose de très important, particulièrement lorsqu'on a envie de se procurer quelque chose de particulier. Il s'agit de la qualité. Nous en parlons puisque hier, nous avons célébré la journée mondiale de la qualité. Nous en parlons ce matin en compagnie donc de notre expert, Monsieur Mounir Benazwa. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour madame. Quel plaisir de vous retrouver. Ça fait un moment qu'on vous a pas compté parmi nous. Oui, je sais, à la belle, je me fais qui me désiré. Mais là, vous êtes là aujourd'hui. Marhaba bik. Marhaba bik. Alors, Monsieur Benazwa,
Azwa, aujourd'hui, nous avons un peu choisi de parler de qualité, puisqu'hier, nous avons célébré la journée mondiale de la qualité. Alors, bien sûr, pour vous, en tant qu'expert, la qualité a des critères bien particuliers, mais pour le citoyen, la qualité est très subjective, par contre. Donc, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est que la qualité, et surtout qu'à chaque fois, le citoyen, on va dire, rattache la qualité au prix. Oui, en fait, c'est étroitement lié, la qualité au prix. Moi, je vais donner un exemple, c'est par analogie. Par exemple, lorsque vous achetez, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, des chaussures, des chemises. Sur les chaussures. Bon, ce qu'on appelle les brands, les marques. Les marques. Mais c'est qui m'a les produits, qui m'a value for money, donc c'est toujours le prix, c'est toujours plus cher. Parce que, pourquoi c'est cher? Parce qu'il y a la qualité. Parce que ce n'est pas fait n'importe quoi. On prend un exemple, les voitures, ce qu'on appelle les voitures de luxe, les supercars ou les hypercars, Bentley, etc., c'est pas le prix de la voiture de monsieur tout le monde. Parce que juste un détail, j'allais dire, le tissu, les sièges, c'est cousu humain. Des fois, le moteur lui-même, il est fait manuellement. Pas entièrement, mais détail, ce genre de détails qui fait la différence. Et aussi, bon, pour parler de la qualité d'une façon générale, l'objectif principal, c'est primo de satisfaire le client. Secondo, et le plus important, garantir sa sécurité et sa santé, lui et sa famille. Donc, allez-y. Donc, il y a des procédures pour pas garantir, parce que le risque zéro, ça n'existe pas. Donc, pour garantir tout ça, la performance du produit, la santé et la sécurité du consommateur et la qualité, ses attentes. Donc, il y a des procédures, entre autres l'ISO 9001, ISO 22000 pour éviter tout ce qui est contamination, etc. Alors, on va revenir justement à ce qui est ISO. Mais sinon, aujourd'hui, M. Bonanzawa, vous serez d'accord avec moi que sur le marché, il y a quand même une grande concurrence entre différents produits. Il y a même des produits, on ne connaît pas forcément la provenance. À première vue, ce sont des produits de qualité, mais c'est avec l'usage, finalement, qu'on va se rendre compte que nous n'avons pas forcément fait le bon choix. Alors, justement, aujourd'hui, à quoi le consommateur doit faire attention particulièrement lorsqu'il va acheter un produit particulier d'une manière générale? On pourra donner des exemples par la suite. D'abord, il faudrait que le consommateur soit en quelque sorte, il faut qu'il soit sensibilisé d'abord. Il faut qu'il se renseigne très très bien sur ce qu'il doit consommer. On parle surtout pour tout ce qui est l'agroalimentaire. Donc il y a l'étiquetage est là pour ça. Donc j'achète un produit X ou Y, il y a l'étiquette, je lis ce qu'il y a dessus, d'accord? Nous savons aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas des additifs alimentaires, il y en a grosso modo 340, dont 10% sont soit dangereux, soit cancérigènes, soit allergènes, donc il faut les connaître quand même. Et c'est très facile. Le code, vous allez googler ça et vous saurez est-ce que c'est bon ou pas bon pour votre santé. Aujourd'hui, il y a même, M. Benazwa, des applications qui vous permettent juste de scanner le code barre et vous avez le taux de dangerosité du Exactement, c'est ce qu'on appelle l'emballage intelligent. Voilà, donc ça se fait pour les produits agroalimentaires comme ça se fait aussi aujourd'hui pour les produits cosmétiques. Oui, effectivement, il y a ce qu'on appelle Smart Packaging ou l'emballage intelligent où vous pouvez avoir toutes les informations possibles sur le produit et même sur sa qualité. Par exemple, je prends le cas de l'huile d'olive. Est-ce que c'est vraiment une huile vierge ou pas? C'est la question qu'on se pose tout le temps. Oui. Il y a certaines applications en les utilisant pour savoir est-ce qu'elle est vraiment vierge ou pas. C'est un genre il y a des sensors, des capteurs qui vont en quelque sorte analyser le produit par la couleur du produit, etc., la réfraction, la lumière, enfin pas mal de méthodes, et vous donner une conclusion concernant la virginité de cette huile, elle était bien faite ou là-bas.
Alors aujourd'hui, quand on parle de qualité de produit, c'est vrai que la qualité, elle est recommandée dans tous les produits qu'on achète, parce qu'il y a quand même des produits électroménagers, par exemple, qui peuvent quand même constituer un danger un danger de vie, même un danger de santé, un danger de vie. Aujourd'hui, nous sommes à la veille donc de l'hiver. On va aller penser à acheter des chauffages, on va aller penser à acheter des radiateurs, et donc là, la qualité s'impose. Je crois qu'on en a parlé déjà, ça fait une année. Et on en parle non, jamais parce que assez. c'est très important, parce qu'il y a vie d'homme, ça touche pas la santé, il y a mort d'homme, surtout notamment les chauffages à gaz, il y a souvent il y a des fuites, et alhamdoulilah, quand même, il faut quand même le citer. Sur le gaz d'Oka, ils ont installé des capteurs de gaz. Bon, quand il y a beaucoup plus ce qu'on appelle le monoxyde de carbone, le CO, et c'est ça qui est toxique en fait. Ça sort avec ce qu'on appelle les gaz qui s'échappent, parce que quand le gaz est trop, il est brûlé pour donner cette énergie, la chaleur, etc. Il y a des gaz qui s'échappent, enfin c'est des résidus à la combustion en quelque sorte, et c'est le CO2 qui présente le danger. Les gaz en général, lorsqu'ils sont chauds, ils talent le faux, c'est à ce moment qu'ils deviennent dangereux. Donc il nous faut des capteurs, non seulement qui détectent ça, mais si ça clignote, parce que ça clignote, on ne peut pas, parfois on ne le remarque pas, il faut que ça soit sonore. Et je me rappelle avoir été invité à une émission, votre consoeur en arabe, la chaîne en arabe, et il y avait la directrice de la qualité au niveau du ministère du Commerce. Il y a une campagne pour installer des détecteurs avec la collaboration internationale. Madame, il faut insister sur le fait qu'il y ait une alerte sonore, une alarme sonore. Parce que Hadith, ça clignote, des fois, on le remarque. Ça peut se faire la nuit, par exemple, et la nuit, tout le monde dort. Au moins, là, ça peut réveiller. Si ça sonne, on se réveille, parce que justement, le monoxyde de carbone, la dangerosité, l'effet, c'est que c'est un gaz paralysant, donc vous ne pouvez pas agir. Vous savez que vous allez mourir, vous ne pouvez rien faire. C'est ça le problème. Donc, ça c'est très important. Donc, il faut qu'il y ait un genre de sas, les frontières tawana. Soit on le fabrique en Alamaberk, il faut exiger que le fabricant ait un laboratoire de contrôle qualité. Et ensuite, il y a un laboratoire tierce qui appartient à l'État ou là, homologué par l'État, pour confirmer ces analyses-là. Dans le cas où c'est importé, il faut aussi que ça soit contrôlé, que ce soit les chaudières ou des produits de grande consommation, peu importe. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, et ça c'est très important, il faut le souligner, on importe, bon, en tout cas beaucoup moins, mais on importait n'importe quoi. À titre d'exemple, la sacherie, on nous disait qu'il ne fallait pas utiliser des sachets noirs. Mais dites-nous pourquoi? Parce qu'en fait, le colorant noir, parmi d'autres colorants, c'est très très cher. C'est fait à base de ce qu'on appelle de pigments naturels et c'est cher. Donc les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des pneus usagés, ils les ont brûlés, ils ont récupéré les cendres et avec ça, ils ont pu fabriquer le colorant noir. Et plus les grains, la poudre, c'est petit, c'est infime, c'est vraiment fine, jusqu'à l'ordre du nano, puis ça peut pénétrer la peau beaucoup plus facilement, et c'est ça la dangerosité. Ah, quand même, ça c'est effectivement très dangereux. Exactement, donc on a beaucoup de choses à contrôler. Effectivement, beaucoup de choses à contrôler, et puis il y a aussi un autre volet, M. Benazouab, c'est le volet agroalimentaire aussi, là qui est la source de plusieurs maladies aujourd'hui, plusieurs maladies du siècle, malheureusement, sont dues justement à l'agroalimentaire. On mange beaucoup de choses, on consomme beaucoup de choses, et on ne sait pas forcément ce qu'il y a, ce qu'on consomme, n'est-ce pas? Alors, par exemple, commençons par exemple des produits qui sont emballés. Alors qu'est-ce qui devrait nous alerter
justement lorsqu'on a envie de se procurer un produit alimentaire qui est emballé, par exemple? Bon, on prend un exemple, d'ailleurs je l'avais en tête comme Manji. Du café? Exactement, oui. Vous lisez dans mon esprit. Justement, les cafés d'Oka, en général, c'est conditionné sous vide. Oui. Pourquoi sous vide? C'est pour maintenir ce qu'on appelle le processus de torréfaction. En fait, c'est l'arôme du café qu'on va préserver. Mais si la soudure, le paquet, n'est pas étanche, n'est pas vraiment performante, à un certain moment, il y a ne serait-ce qu'un petit chouïa. Oui. Donc le vide, la nature a horreur du vide. Oui. Donc dès qu'il y a il y a une mauvaise soudure ou un endroit bien précis, la soudure ou il y a le vide, donc le paquet à l'intérieur, l'atmosphère, l'environnement, qui est à l'intérieur du paquet va aspirer l'air. L'air, ça contient beaucoup de choses. De bactéries. De l'oxygène, de la vapeur d'eau, des bactéries, etc. Oui. Donc je recommande fortement aux consommateurs de ne jamais acheter des paquets de café 40 tariyين. Ne les achetez pas. Ça veut dire que le vide rah. Et qui roh le vide, معناتها بلي الهواء دخل داخل. نهضر بالعاني بالعربي باش الناس تفهمني. Donc évitez d'acheter ça parce qu'il faut que le fabricant garantisse la soudure. Sinon, le consommateur, même celui qui va vendre ce produit, parce que ce n'est jamais le fabricant, c'est le détaillant, c'est le grossiste. Oui. Généralement, ça peut se faire dans le processus de distribution. Ne l'achetez pas. Donc aujourd'hui, il faut qu'on définisse clairement ce qu'on appelle les spécifications techniques de tel ou tel produit. Non, pas uniquement le produit fini, mais même sa matière première. Est-ce qu'on l'a analysé? Oui. Est-ce que ça répond aux standards internationaux ou pas? Je vous garantis, madame, j'ai pas mal de clients, personne ne le fait pas. 95%. Oui. Ne le font pas. Ils ne savent même pas ce qu'ils achètent. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent spécifier. Mais et ça, c'est très grave. C'est grave, je parle uniquement partie emballage, hein, oui. ma spécialité. Bon, tout ce qui est, même d'ailleurs le contenu, pas mal d'entreprises utilisent des additifs qui sont très dangereux. Comment que ça se fait qu'ils continuent à les utiliser? Je n'arrive pas à comprendre. Oui. Et pourtant, je vous garantis qu'on a des sommités dans le domaine de l'Algérie, des chercheurs, des professeurs d'université qui sont capables, bon, s'ils sont invités par le gouvernement ou là ils leur demandent de faire ça, ils sont capables de préparer toute une série, j'allais dire, de spécifications techniques, limitations. Qu'est-ce qu'il faut accepter, qu'est-ce qu'il faut refuser? Alors justement, M. Benazor, par rapport à cette question, je sais que l'arsenal juridique est là. Hein, excusez-moi, mais pas tout le temps. Hein. Je parle des textes de loi. Après l'application, l'arsenal existe, les lois existent. Vous dites si bien, les experts sont là, les connaisseurs du domaine sont là, la limitation, elle est là. Donc on sait très bien qu'est-ce qu'il faut limiter, qu'est-ce qu'il faut utiliser, qu'est-ce qui est autorisé. Alors comment on peut expliquer que certains produits qui surdosent, on va dire, ou qui surutilisent certains additifs qui sont mauvais donc pour la santé, qu'on les retrouve quand même sur le marché? En fait, ça dépend de pas mal de facteurs. Primo, j'allais dire l'ignorance, entre guillemets, parce que celui qui achète ne connaît pas, n'est pas expert dans ce domaine. Bon, c'est pas grave, on peut demander l'avis des experts. Deuxième chose, c'est que c'est une affaire de prix. D'accord, et de disponibilité également. Donc, tout fabricant, quand il achète, il trouve une quantité assez importante disponible à un prix quantitatif. Donc, c'est une opportunité qu'il faut saisir parce que finalement, le business, c'est une question de rentabilité. Mais cela dit, il faut qu'il y ait des garde-fous. Donc, il faut qu'il y ait des lois qui bloquent, qui spécifient clairement, notamment au niveau de la douane algérienne.
tel ou tel produit, il est strictement interdit dans le territoire algérien. Effectivement. Alors, toujours dans la qualité, M. Benazwa, on va toujours rester dans le domaine agroalimentaire aujourd'hui. Lorsqu'on va faire son marché, alors on a une multitude de choix, hein, n'est-ce pas? Si on va parler de pommes, alors on a n'est-ce pas, plusieurs calibres, plusieurs sortes de pommes. Et par contre, vous me disiez, il y a, juste avant d'entamer cette rubrique, qu'il y avait quelque chose qui vous a interpellé par rapport au calibre des fruits et légumes qu'on voit aujourd'hui et qui attire notre attention d'ailleurs. Par exemple, c'est immense, gigantesque. Il y a des fruits tanniques. Et après, on est un petit peu déçu par le goût par la suite. C'est pas parce que c'est énorme que c'est forcément vous savez, il y a ce qu'on appelle les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Qu'est-ce qu'on fait? On manipule, c'est des chercheurs qui manipulent leur génome. Par exemple, je veux que cette plante, je vais la modifier génétiquement pour qu'elle résiste aux maladies, aux insectes, etc. Elle consomme moins d'eau, surtout si je vais la cultiver au Sahara, ou exemple. Et ça date pas d'aujourd'hui, ça fait très très longtemps. Mais en toute honnêteté, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas encore. Est-ce que c'est nocif? Il y a des recherches qui ont été effectuées. Il y en a qui disent que les OGM sont nocifs. Ils peuvent affecter le foie et les reins. D'autres, non, ils sont aussi safe que les produits. Mais cela dit, lorsqu'on manipule Hajar al-Gharbi, il y a toujours un problème. Donc il faut l'éviter. Il y a toujours des répercussions. Donc cela dit, les grains qu'on utilise pour cultiver le pastèque ou tel ou tel fruit ou le légume, il faudrait aussi les contrôler. Donc le contrôle qualité, c'est très très important. En amont et en aval. Qu'est-ce qu'on a acheté? Qu'est-ce qu'on va mettre sur le marché? Il faut que le citoyen, à un certain moment, il achète un produit, ça, il paye pour une qualité et pour une sécurité. Donc c'est vrai que je peux acheter un produit dont les propriétés organoleptiques, le goût, etc., il n'y a rien à dire. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Rappelez-vous, les produits, les béhom, fermdan, etc. Oui, sherbet et... on ne sait même pas comment ça a été fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça représente un danger. Effectivement, et justement, M. Benazwa, par rapport à l'utilisation de ces OGM, d'ailleurs, lorsqu'on va dans le marché, par exemple, lorsqu'on voit, par exemple, les belles pommes comme ça, c'est vrai que sur le plan visuel, elles sont très attirantes. Il y a une étiquette aussi qui devrait être collée donc, sur le fruit ou sur le légume pour nous informer justement s'il y a utilisation d'OGM ou pas, n'est-ce pas? Oui, en principe, il y a ce qu'on appelle la certification bio. Voilà. Et vous me rappelez quelque chose de très important. Justement, par rapport à ça, c'est en relation avec votre question. J'ai été, ça fait pas longtemps à Biskra, les gens qui exportent les dattes. J'ai été très positivement surpris. Agréablement surpris. C'est que ces gens-là exportaient même vers l'Amérique du Nord, etc. Certifié ISO, certifié BRC, certifié AFS, certifié bio. Donc, la certification bio, c'est que l'organisme qui va vous donner cette certification va contrôler toute la chaîne. Est-ce que c'est vraiment bio? Est-ce qu'il n'y a pas des fertilisants, ce qu'on appelle les insecticides? Est-ce qu'il n'y a pas... ça n'a pas été... au bout de toute la chaîne, depuis la semence jusqu'à la récolte, est-ce que ma shahada qui a été introduite, modifiée ou là, insecticide ou autre. Donc si ça c'est garanti, s'il voit qu'il n'y a rien, donc on vous donne le label bio. Ça oui, si vous trouvez une étiquette bio, donc consommez sans problème. On fait confiance. On fait confiance. Donc finalement, tous ces labels et toutes ces certifications, donc c'est ce qui permettrait finalement, on va dire, une aise de la part du consommateur lorsqu'il va finalement acheter son produit. C'est ça? Absolument, bien sûr. Bien sûr, justement, tout à l'heure j'ai mentionné ISO 22000. ISO 22000, c'est quoi en fait? ISO 22000, c'est la détection là où il pourrait y avoir
c'est une prévention, c'est une anticipation de la contamination, d'une contamination quelconque qui peut avoir toute la chaîne de la production, que ce soit surtout fleuve. C'est spécifique au domaine de l'agroalimentaire. Donc, s'il y a un soupçon, par exemple, au moment, à l'étape de remplissage, où j'en fabrique, par exemple, des beignets, le glaçage avec je ne sais pas quoi, est-ce qu'il pourrait y avoir une contamination? Et on installe un système de contrôle régulier, périodique, pardon, et très, très poussé pour éviter qu'il y ait contamination. Bon, ce n'est pas, rien n'est efficace à 100%. Quand vous dites à chaque fois, le risque zéro n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Mais avec, j'en connais pas mal d'entreprises algériennes qui sont certifiées non seulement ISO 22000, mais FSSC. C'est Food Safety System certificat pour la sécurité, le système de sécurité alimentaire. Donc, il y en a qui sont certifiés en la dernière version, 6.0. Donc, lorsque vous achetez chez eux, vous êtes sûr qu'il n'y a aucune contamination, du moins 95%, il n'y a aucune contamination. Les produits que vous allez acheter de cette marque ne sont pas contaminés. Et bien sûr, l'entreprise doit faire beaucoup d'efforts pour pouvoir avoir cette certification. Chaque chose a un prix, donc c'est un investissement. Il faut former les gens, il faut installer des processus, la documentation, etc. Parce qu'il faut des preuves. Est-ce que ça a été fait ou ça n'a pas été fait? Qui a fait quoi? Par rapport, si on prend un exemple, les numéros de l'eau, ça sert à quoi? C'est pour la traçabilité dans le cas où il y a un problème. Dans le cas où il y a eu un problème, on remonte jusqu'au fournisseur. Et même le lot Hada, il a été fabriqué à telle heure, la machine X, il y avait l'opérateur Flani, etc. etc. Ben, c'est ça. Même le lot, donc chaque lot, effectivement, a ses propres spécificités. C'est pour ça que... Oui, allez-y. C'est pour ça que les référentiels 9001, 22000, pardon, etc., c'est toute une procédure documentée, bien sûr, plus un engagement de la direction de l'entreprise pour garantir que ce process-là, cette méthode-là a été respectée tout le long de la chaîne de fabrication. Depuis l'achat jusqu'au produit fini. Et donc ça, encore une fois, pour garantir, encore une fois, la sécurité du consommateur. En tout cas, M. Benazor, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, de nous avoir éclairé encore une fois et sensibilisé surtout par rapport à la qualité du produit. En tout cas, merci beaucoup. Merci on vous retrouve très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Je l'espère. Merci beaucoup, M. Benazor. Et on continue, cette fois-ci, ça va être pause musicale, un chant andalou qu'on vous propose et on se retrouve juste après.
voilà, de retour sur le plateau. Cette fois-ci, nous allons continuer donc de parler de cette musique, de ce patrimoine musical algérien en compagnie de notre invité, M. Abdelhadi Boukoura. Bonjour, marhaba bik. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Partagez. Alors M. Boukoura, ça vous a rappelé de beaux souvenirs, hein? Ah oui, oui. N'est-ce pas? Saragosse 2008, Allah yarhamou Saoudi. Allah yarhamou Saoudi. On a eu le premier prix. D'accord. C'était l'événement Expo Universel. Le thème c'était l'eau. Oui. Donc il y avait pratiquement tout, enfin le monde entier qui a exposé. Et il y avait un côté artistique. Chaque pays devait donner un spectacle. Voilà. Et qui était noté. Et l'Algérie a eu le premier prix. Ah bah. Ouais. C'est une fusion avec des Espagnols aussi à la fin. Un certain... Une fusion? Oui. Ah, ça devrait être magnifique, ça. Ah oui, c'est un excellent concert. Et on a chanté espagnol et algérien. Bravo. Oui. Ça vous rappelle de beaux souvenirs, alors, ah oui, n'est-ce oui, pas? Oui. Ah oui. Voilà, et vous continuez le travail, M. Boukoura, justement, vous continuez le travail de préservation, surtout de ce beau patrimoine, donc de ce patrimoine immatériel, et vous écrivez, donc c'est ce que vous avez choisi comme moyen pour encore une fois préserver ce patrimoine, si vous permettez. Oui, bien sûr. Donc là, vous avez donc édité un livre, Al-Qsaïd wal-Mchmoum, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est votre deuxième livre? C'est le deuxième. Le premier, c'est on va le découvrir dans un petit moment. Ou cette année, c'est Qsaïd wal-Mchmoum, al-Farah wal-Mahmoum. Bon, je précise le Qsaïd, c'est pas Qsaïd al-Mouloudiyat. Oui. Je veux dire, c'est le Qasaïd Tawila. C'est les longs textes qu'on chante généralement dans les fêtes de mariage. C'est des textes longs. Voilà, alors c'est un travail de recherche quand même qui doit se faire pour recouper un petit peu tous les couplets. Alors j'explique. Le contenu des deux livres, c'est des poésies d'Yaouli Anaya. Ah d'accord. C'est pas dans le cadre de la préservation du patrimoine. C'est une manière de préserver le patrimoine. C'est une collaboration. Aussi, voilà. Dans quelques temps, ça va devenir un patrimoine aussi. Donc c'est une autre casquette que je porte. C'est la poésie et Sha'l Melhoun. Mais on vous connaît, M. Boukoura, vous avez beaucoup écrit pour plusieurs chanteurs, notamment Kamel Saoudi, Allah yarhamou. Non, Kamel Saoudi, non, j'ai pas eu cette chance, malheureusement. Mais plutôt, on va dire... c'était pas vous qui avez écrit la chanson de celle qui chantait pour le Ghorba, c'était pas vous? Non, c'est... j'ai toujours pensé que c'était vous. Le Ghorba, je crois que c'est Qaddoul Farah. D'accord, j'ai toujours pensé que c'était vous. Ya Ghorbati. Ou bien Kamal Cherchara, je m'en tabet. Non, j'ai pas eu cette chance. Mais par contre, cette génération, oui. Didi Caron que je salue, Mohamed Chitouane, Messine René, Lamia Madini, Farid Khouja. La liste elle est longue, Samhouli Karim Melzi. Oui, en tout cas, vous avez beaucoup écrit, beaucoup composé donc pour plusieurs chanteurs, d'ailleurs qu'on connaît aujourd'hui, qui transmettent aussi cette belle mémoire. Et donc cette fois-ci, ce sont les qsaïd que vous avez vous-même écrits, c'est ça? Tout à fait. C'est des qsaïd في الملحون, typiquement Melhoun, يعني Sha'l Melhoun. Quelle est la particularité aujourd'hui, justement, de Sha'l Melhoun du moment qu'on en parle? Sha'l Melhoun, c'est un patrimoine aussi qui appartient aux Algériens. C'est notre culture, c'est notre patrimoine. Il y a plusieurs siècles d'existence d'ailleurs. Oui, Raïs Chouara, c'est l'Akhdar Ben Khalouf. Oui. On est tous des descendants de l'Akhdar Ben Khalouf. C'est Raïs Chouara, Allah yarhamou yissa'alih. Donc on a, même nous les Algériens, on a cette culture du Melhoun. بدايها من الطرف حتى النضرومه وزيد حطي حتى الاضرار حتى وين تروحي تصايب الملحون سي ça date de plusieurs siècles. Ah bah oui, non. Et puis actuellement, il y a une nouvelle génération. Voilà, une nouvelle génération que je salue tous les poètes. Alors justement, Sha'l Melhoun, il se caractérise par des couplets très longs, par des versets, par des vers quand même assez longs et une très très belle rime généralement. Tout à fait. Alors est-ce que aujourd'hui, parce que ça reste un challenge, hein, si on voit par exemple Chour d'avant, ils n'avaient pas le papier, donc ils arrivaient quand même à mémoriser et à apprendre tous ces qsaïd. Aujourd'hui, qu'en est-il justement de l'apprentissage de ces qsaïd, de l'interprétation de ces qsaïd? Sincèrement, on voit de moins en moins des gens qui apprennent des textes. Malheureusement, on est tombé dans la facilité. Maintenant, il y a tout. Un seul clic. Oui.
une recherche, il faut bien, voilà, il faut bien écrire ce qu'on veut, un clic et le texte y est. Donc on fait un copier-coller, impression, et on commence à le chanter. Malheureusement, de nos jours, sont très 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 rares les gens qui apprennent. Parce que l'apprentissage, quand même, il participe aussi à la préservation de la mémoire, parce que ça se transmet effectivement oralement aussi. Ben oui, mais malheureusement, on est en 2024, les choses ont changé. C'est plus comme avant. Zaman quand l'élève ou l'algendouz, comme on dit, يروح للشيخ يدوموندي له يمد له بالكوبلي وكي تحفظوا عاودوا لي يكمل لك لو دوزيام دونك اون قصيده الا فيها 12 كوبلي دونك عام يقعد فيها باش ياخذها مي تقعد افي. C'est pas le cas d'aujourd'hui. Voilà. Alors là, justement, le livre intitulé Qsaïd ou al-Mishmoum, quelle est la différence entre Qsaïd et al-Mishmoum? Ah, tout à fait, très bien. Alors, le Qsaïd, c'est comme je viens d'expliquer, c'est des textes longs, assez longs. Alors, le Mishmoum, dans le jargon chabi algérois, quand on parle d'une chansonnette, on dit Mishmoum. Ça veut dire une chansonnette courte, khafifa. Donc, c'est pour ça que j'ai cité le Qsaïd ou al-Mishmoum. Celui qui va feuilleter le livre, ou le livret, il va constater qu'il y a des qsaïd longs et il y a des qsaïd courtes. Effectivement. Voilà, enfin, qsaïd, des chansonnettes courtes. Il y a des chansonnettes qui ont été chantées déjà et enregistrées, ils figurent dans le texte. Les qsaïd, elles sont chantées filiali. D'accord. Qui m'a le mahi, sallallahu alayhi wa sallam. Actuellement chez Chtouane qui la travaille les soirées familiales. Voilà, voilà. Et vous êtes compositeur aussi, Monsieur Boukoura. Alors vous composez vos propres écrits aussi? Tout à fait, tout à fait. Je compose, je donne. Si le chanteur ne lui pas, il change tout simplement. Je suis vraiment souple dans ce domaine. Flexible. Je me dis que c'est pas moi qui va chanter. L'essentiel, il ne touche pas le texte. Le texte, non. Voilà. Parce que le texte... Il faut rester fidèle parce que vous voulez faire passer un message particulier tout à fait. Le message, le bunyat al-qsida. Vous savez, ils font pas la différence entre un parolier et un poète. C'est ça. Il y la différence. Il y a d'excellents paroliers, il y a d'excellents poètes. Mais ça ne veut pas dire qu'un excellent parolier pourrait être un excellent poète. Voilà. Non. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Un poète peut être un parolier, mais un parolier ne peut pas être un poète. Voilà. Et c'est ce que vous essayez donc finalement de... Tout à fait. Et là, on retrouve des poésies et des poèmes. Et des poèmes, voilà. Des poésies et des poèmes, effectivement. Alors, vous préparez, on me dit, une vente dédicace de Saïd El Mishmoum? Tout à fait. Cet après-midi, à partir de 14h, Inch'Allah. Marhaba bihum. C'est au niveau de la Silla? Tout à fait. Du Silla, pardon. Tout à fait, tout à fait. Ecosome à Foulaï, l'édition. Je crois que c'est Rifestan M10. Voilà. Le pavillon central. Premier étage. Enfin, il y a un seul étage. Donc, à partir de 14h, Inch'Allah. Inch'Allah, donc à partir de 14h, on pourra vous rencontrer pour la vente dédicace et surtout pour avoir plus ample information autour de ce beau patrimoine. Mais sinon, félicitations pour l'association qui vient de souffler sa première bougie. N'est-ce pas? L'association Bella. Un bébé. Voilà. Et Inch'Allah, bientôt, je vais vous donner un scoop. Inch'Allah, le 12 décembre, il y aura un concert pour fêter cet événement. Il y aura avec nous le Mousselia Al-Jazairi, Inch'Allah. On a voulu une soirée symbolique, c'est-à-dire la doyenne des associations. Le Mousselia, c'est notre fierté, c'est notre... C'est l'école, hein, donc ça reste... c'est notre référence. La référence, l'école. Je l'ai dit, le Mousselia qui تكونوا مليحة نكونوا مليح، كي ما تكونش الموسيلية مليحة ما نكونوش مليح. C'est notre référence. C'est une belle reconnaissance. Ah non, bien sûr. Mousselia tête fouq rasna. Et la nouvelle, enfin une des nouvelles associations qui vient de voir le jour, le Bel Art. Donc c'est une soirée symbolique. Inch'Allah, on espère vous recevoir pour avoir plus de détails. Et donc un bonjour à toute l'équipe de l'association au Bel Art. Merci beaucoup, Monsieur Boukoura, d'avoir été parmi nous ce matin. On rappelle, rendez-vous pris pour cet après-midi, Inch'Allah, à 14h, donc pour une vente dédicace au niveau du Silla. Merci encore une fois et on continue, nous allons rester dans ce chant, nous allons rester dans le patrimoine musical algérien. Et cette fois-ci, c'est Samia Bouarour qui s'est intéressée au chant berbère dans ce reportage. Et on se retrouve pour la dernière station de cette matinée. Ces femmes réunies ici interprètent Ourarni el-Khalef, un chant féminin et un patrimoine à sauvegarder. Ces femmes chantent l'amour, la joie et l'espoir.
L'Oura al-Khalaf ou le chant féminin de manière particulière avait peut-être son milieu naturel qui était la société traditionnelle. Allait-il survivre dans la société contemporaine? Eh bien, si, il a survécu. Il a survécu grâce à des rencontres avec des techniques et des technologies, c'est-à-dire le disque, le phénomène radiophonique, maintenant le phénomène numérique, etc. Ce qui fait que ça a pu sauver, tout en l'adaptant peut-être au temps, etc. Mais c'est formel et pas fondamental. On a pu ainsi faire en sorte que des femmes qui sont totalement autodidactes, musicalement parlant, etc., comme Leia Mina, Leonissa, Lazina, qui dès 1924, 23 à 24, ont porté ces genres de chants. Ourar al-Khalaf a commencé dans une période où l'art était restreint et où les femmes aussi interprétaient des chants populaires. Entre elles, elles ne s'exposaient pas sur scène. L'importance de ce chant, un chant qui est en relation ou qui exprime des sentiments, des traditions, des valeurs, une histoire commune, une mémoire collective, des événements particuliers qui ont touché le pays, donc qui ont touché la femme d'une manière particulière. 2500 émissions ont été enregistrées de 1948 à 90 grâce au dévouement de l'Khalaf. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la création des programmes radiophoniques de la chaîne Kabyle. À ce moment-là, elles ont eu un studio, elles ont eu un espace, elles ont pu ramener d'autres femmes et il y a eu, j'allais dire, une espèce d'éclosion du phénomène. Ces femmes se sont investies pour la transmission et la préservation de ce patrimoine immatériel. Un festival a été lancé en l'honneur de ces troupes venues de différentes régions de la Kabylie et qui ont pris part pour interpréter Ourar, qui enveloppe toutes les formes d'expression que la femme interprète, à l'exemple d'Eshwiq. La forme d'expression pour elle, il y a l'Eshwiq, l'Ahiha, le Islan, Isli, etc. Tout ça, c'est des variantes de ce qu'on appelle la complainte et la chanson, j'allais dire, libre. C'est des airs a cappella, évidemment, etc. Il y a un projet d'inscription d'Eshwiq comme patrimoine mondial de l'humanité qui est porté, bien entendu, par le ministère de la Culture à travers le CNRPH. Ce festival vient aussi pour rendre hommage aux pionnières du chant populaire féminin. Parmi les descendantes, Djida Famchtouh. Ces grandes dames-là, moi j'ai vécu avec elles toute mon enfance, ce qui fait que je n'ai que de bons souvenirs d'abord. Et c'était de très grandes dames dans la chanson Ourar, tout ce qui était fête, tout ce qui était... Et ces femmes-là exprimaient tout ce qu'elles ressentaient, aussi bien dans les chouirs que dans les chansons. Leonissa, Leia Mina, Lazina, des chichettes qui ont créé Ourar al-Khalaf en 1924. Un parcours de combattantes où ces femmes ont tout fait pour préserver ce patrimoine. Aujourd'hui, grâce à elles, les femmes se produisent sur les planches des salles de spectacle pour s'exprimer à travers cet art ancestral et joyeux. Et de retour sur le plateau et sans plus tarder, donc nous allons rester dans cette belle ambiance du patrimoine en compagnie de notre amie qui nous fait voyager chaque samedi, Amina Ziri. Mina, bonjour. Bonjour. Mina, tu es magnifique. Qui était qui t'es invitée? Younek. Non, c'est la vérité. Nour Lhani. Bonjour Nour Lhani. Ah oui, toujours. Marhaba, c'est toujours un plaisir de se retrouver le samedi. Je suis très heureuse de te retrouver dans le Houda et de retrouver aussi nos amis téléspectateurs qui nous suivent en Algérie et ailleurs. نقول لهم صباح الخير عليكم، صباح الخير، صباحكم بربحكم و100 نورده في مرحكم باش نقولوش نعجاج بوكو. فوالا دونك زول فلاوان ان شاء الله تسعد ميدنا غير الوقت يقرزن وان شاء الله نجوزوا مع بعض وقت شباب. Comme chaque samedi. Aujourd'hui, tu es très bien accompagnée, comme chaque samedi. Donc avec ces belles femmes, on est bien entourés. هاد الحراير الله الله. Ces trois sœurs, Zahia, Houria et Nasera.
Donc, c'est une affaire de famille finalement. Exactement. Même les prénoms, oui, ils sont authentiques. C'est vrai. Donc, c'est trois sœurs qui se sont unies et réunies. Elles ont créé une entreprise qui est spécialisée dans la robe berbère algérienne. Une très très belle robe et donc tout ça pour préserver et pour défendre notre tenue traditionnelle algérienne. Il s'agit des trois sœurs, donc Zahia. Alors, juste un petit détail, Amina. Donc aujourd'hui, on a compris que nous allons parler de la tenue traditionnelle, mais tu voulais apporter un petit quelque chose à Al-Qaada d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça sent très très bon. Exactement. Donc c'est l'huile d'olive algérienne qui est la meilleure, l'une des meilleures huiles au monde. Voilà, exactement. Donc c'est Agroma Coran. C'est toi-même qui l'as préparé. اليوم شيف أمينة ما كانش حتى شيف اليوم يسلمك. دونك أغروما قران خبز فطير رخصاص في العاصمة، الكسرة dans quelques régions de l'Est، المغيز في الشلف. جو ريميرسي مدام بالخيري خيرات قالت لي يسموه المغيز في الشلف. Donc c'est une spécialité nationale très connue. Elle est revisitée. C'est grâce à Madame Benbrim كليتها عندها. Donc j'ai beaucoup apprécié وجبتها لكم اليوم. خبز فطير كسرة revisité bien sûr accompagné du fameux حميز تاعنا. شكون ما يعرفش الحميز؟ درتو حاره. Tu peux goûter nous. شبه القعده في رمضان. On n'imaginerait pas القعده تاع رمضان. notamment في الصيف. Je vais juste prendre le plateau pour montrer à la caméra. Je sais pas. Voilà. Donc là, modernisé, revisité. Exactement, exactement. Donc c'est une spécialité nationale, dans toutes les régions. Ou hara, on peut aussi consommer avec du petit lait, et moi j'adore avec le café crème. J'adore la chia, ما نسيبش ندير دقيقه ندير لك هذوك زوج خبيزات. Voilà, donc الفل دائما كاين. Voilà, donc Nour El Houda, la robe berbère algérienne a traversé des siècles, tout en préservant tous les éléments indispensables qui la caractérisent. Bien sûr, d'abord c'est l'âme de l'Algérie, وحدة. ثانيا c'est les couleurs, les belles couleurs qui m'a tchoufi, les galons et la ceinture bien sûr, Agos, c'est Agos. Voilà, donc et bien sûr, il y en a qui disent aussi Asaro, et bien entendu sa longueur, voilà qui m'a tchoufi fiha ana labsinha. Et comme je disais tout à l'heure, elle تروح من جيل لجيل grâce à ces belles femmes ما شاء الله عليهم. نبداو بزاهية معليش. Donc Zahia, on veut tout savoir sur cette belle histoire d'amour entre les trois sœurs, Zahia, Horia et Nassera, et la tenue traditionnelle. Une belle histoire d'amour. Oui, cet amour, cette passion, c'est ma mère qui nous l'a donné, principalement. On est des autodidactes. On n'a pas fait, par exemple, des études spécialement pour la couture. On a aimé et on a avancé. Vous êtes médecin de Non, le médecin, c'est Nassera. Moi, j'étais dans l'éducation. J'étais inspectrice au niveau national. Allah يبارك. حورية اللي esthéticienne. مرحبا بك. مرحبا بكم. Retraitée. الله يبارك. ما شاء الله. Nouvelle retraitée. Vous formez un très beau trio, Nour. Magnifique. Un très beau trio. Et moi, je disais tout à l'heure que la robe berbère, elle est nationale. On la trouve partout. On la trouve pas uniquement en Kabylie. Elle est présente dans les Aurès, les Bnizab. Oui, la tenue berbère existe partout en Algérie et ailleurs. D'accord. Pas seulement en Algérie. Eh bien, parlez-nous un petit peu sur ce détail, Horia. Comment on a créé l'entreprise. L'entreprise et la robe berbère traditionnelle algérienne. L'entreprise, on l'a créée comme ça, je ne sais pas comment vous dire, d'ailleurs c'est venu comme ça. Donc c'était Nassera qui avait décidé. L'idée. Elle a eu l'idée de créer quelque chose. Voilà. Je voulais qu'on fasse, on avait cet atelier, ce local,
Et puis, je leur ai proposé qu'on fasse quelque chose toutes les trois ensemble. Enfin, j'ai fait une proposition, mais Zahia, elle a voulu que ce soit carrément, elle a dit, si ce n'est pas les tenues traditionnelles berbères amazigh, moi, je refuse, je ne fais rien avec vous. C'était la condition sine qua non et elle avait raison, finalement. Voilà. Et bien, bon, je n'avais pas vu d'inconvénient, et Houria non plus. Voilà. D'accord. Et quand vous voyez là, Nour al-Houda, en plein boulot, les trois sœurs dans leur atelier. Voilà, donc ce qui caractérise cette robe qui est réalisée par les trois sœurs Nassera, Houria et Zahia, c'est que la robe, elle est légère. Elle est légère, on peut la porter un peu partout, même on fait le marché, pourquoi pas, on est fiers de notre... Elle est facile à porter, oui. Celle que porte Houria, elle est courte comme ça, on la porte avec des baskets, on les fait même avec des poches et tout. À moderniser. Moderniser, oui, on les a allégés. On répond aux besoins actuels, finalement. Moderniser. Et c'est très demandé. L'âme de la robe berbère. On a gardé la forme est gardée, mais on l'a modernisée, on l'a allégée. D'accord. Le cachet berbère, amazigh, la coupe, elle est vraiment essentiellement d'origine ancienne. On joue sur la modernité et tout ça, mais le cachet berbère, amazigh, il reste dans toutes nos robes. Malgré qu'elles soient épurées, modernisées. Il y a des dames, on a des clientes qui vont avec au travail, qui sortent avec en ville, pas seulement pour les réceptions ou pour l'Aïd. Mais il y a des robes vraiment la robe spécialement faite pour être portée tous les jours. Mais si vous permettez, mesdames, la particularité de la robe berbère, on a beau à porter quelque chose, à changer un petit quelque chose, elle est toujours joyeuse, elle est toujours colorée. Ah oui, c'est des couleurs chatoyantes, c'est des couleurs très tapaleuses. Même il m'est arrivé de voir des robes Kabyle Amina, le tissu il est noir, mais elle reste chatoyante. Alors, c'est quoi le secret finalement Exact. La robe noire, quand on parle de robe noire, moi je pense directement à la robe de... les Ouadiens. Mshdella, la noire. La blanche, c'est les Ouadiens. Les Ouadiens, oui. Et pour dire aussi qu'on a une très grande variété, quand on parle par exemple de la robe kabyle, la robe de Mshdella, de Mshtras, la robe de Iwadienne. Moi j'aime bien la robe noire avec de différentes couleurs, le zigzag avec le meloul, c'est extraordinaire. N'est-ce pas, Zahia? Oui. Mais nous, même la robe chaoui, on a fait des robes chaoui vraiment traditionnelles ou bien des robes vraiment très modernes et très habillées. La robe chaoui, on a travaillé sur le tergué aussi, sur les pantalons tergué du sud. On a fait un peu de tout ce qui est amazigh. D'accord. Et on peut dire toute l'Algérie. Non, j'allais vous parler parce que vous avez mentionné la robe de Mshdella et la robe des Ouadia. Notre première collection, je ne sais pas si vous avez vu l'ouverture de notre atelier, je crois que vous l'avez pas sélectionné. Oui. On a ouvert un 8 mars 2021 en pleine Covid. Et cette collection, elle s'appelle Ismiou. Ismiou, c'est mon nom. Mon nom, mon prénom en kabyle. Et on l'avait dédié à toutes, c'était le 8 mars, donc à toutes les femmes qui nous ont passionnées, qui nous ont aimées, à qui on voulait rendre hommage. Donc elles s'appelaient toutes par les prénoms de nos mamans, de nos enfants, de nos enfants. Oui, toute la première collection. Il y avait même une robe Zahia, une robe Nassera, il y avait une robe Houria, le prénom de ma mère Hasni, le prénom de ma belle-mère Keltoum. On a nos filles et tout ça. Par contre, la deuxième collection, donc j'arrive à ce que vous aviez dit, c'était Femorfiou. Alors, chaque robe portait le nom d'une région. Entre autres, la robe Mshdella. Aujourd'hui, on n'a pas porté la robe Mshdella, mais moi, je porte la robe Azazga. D'accord. Qu'on a nommé Azazga. On salue nos téléspectateurs et Azzogen, Azazga, et dans toutes les régions de la Kabylie, chez les Touaregs aussi. Je viens de voir justement une belle robe qui désigne une très belle région aussi, c'est Tamraset. Une très belle robe. Très souvent, on a donné. Si on peut juste revoir, voilà. Ah, c'est le défilé. Ça, c'était Dar Abdel Taif. Il y avait même le Badrouna algérois d'origine, la tenue en rose.
La dernière, ça, c'est des robes. Voilà, celle que porte Razia. La D'accord. dernière, elle est sari décorée. Et justement, est-ce que par exemple, Nour El Houda, je voulais savoir, est-ce que vous faites des recherches par exemple, on voit aujourd'hui par exemple العرايس تروح عند الخياطه تاعها تقول لها انا نحب هذيك لا توني اللي لبستها مريم فكايه 1940 1930. Est-ce que vous par exemple vous faites des recherches pour justement découvrir des modèles, des couleurs, hein? Oui, oui, avec les mariés, c'est ce qu'on fait. Quand elles viennent, justement, elles ramènent un modèle, mais nous, on leur propose toujours des modèles très authentiques. Et plus légers peut-être. Et franchement, on n'a jamais eu de souci avec elles. Ça a toujours, elles ont toujours été contentes. Elle te dit, voilà, celle-là, c'est la robe de ma grand-mère, je voudrais lui faire honneur. J'aimerais, comme Fatiha, la dernière fois, elle voulait la robe de sa grand-mère. Elle est venue. Moi, finalement, lorsque vous recevez des filles comme ça qui vous disent, moi, je vais honorer ma grand-mère, est-ce qu'on peut dire que finalement le patrimoine est en bonne santé? Parce que là, c'est... Il n'y a pas que nous, il y a pas mal d'autres artisans qui font des merveilles, qui font vraiment de belles choses. La femme algérienne, elle est très attachée à tout ce qui est patrimoine. Même chez elle, si elle ne sort pas, elle ne travaille pas, qui تروح للعرس, elle est toujours authentique, avec son kérakou, avec sa robe chaoui, avec son bedroun. Donc, moi, je suis très optimiste en ce qui concerne la préservation de notre patrimoine culturel. Maintenant, vraiment, il y a... Quand on va aux fêtes, moi, je trouve que c'est vraiment formidable. Maintenant, elles portent toutes les jeunes filles, je parle des jeunes filles, elles portent nos tenues traditionnelles et ça, c'est merveilleux. Le kaftan, enfin le kaftan algérien, le kérakou, la robe kabyle, tout, franchement, ça revient. Et tant mieux pour nous. Tant mieux pour l'Algérie aussi. Dans le Houda, moi, quand j'ai vu ces tenues, ça me fait rappeler ma grand-mère, Fatima Allah yarhamha. Elle avait une robe kabyle, قماش تاعها اسمه شاشفرك. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. شاشفرك, c'est une sorte de dentelle très très légère. C'est quoi le قماش هكذا? Et souvent c'est en blanc. Alors, imaginez quand elle la met avec le bleu, le rose, ça donne des couleurs merveilleuses. Habituellement, c'est une robe qui est sans manches, qu'on porte sur une autre robe. On les appelle deux robes. Souvent, c'était pour les mariés. À l'intérieur, la robe était dans le orange, très souvent le harira wara. Et dessus, c'était cette robe en chèche, comme elle a dit, sans manches, qui était très décorée. On l'a refait. C'est à peu près ce que je porte. Celle qui est dessus, elle est blanche et elle n'a pas de manches. Du coup, on voit le jaune qui est à l'intérieur. Alors, Madame Elfel, si on parle un petit peu de خبز فطير, شكون اللي طيبوا الكثره في الدار يقولوا لي؟ نطيبوه كامل. يا ما صبناش واش نديروا نطيبوها. اغروما c'est très léger. Donc c'est léger, c'est facile à faire. Ça prend pas beaucoup de temps. On n'a pas le choix. Bien sûr. كل صباح بصنعه نور الهنا ما شاء الله. Pas ce point-là, mais ما شاء الله. Donc في العاصمه c'est خبز فطير كاين اللي يقولوا له رخصاص. En Kabylie c'est اغروما قران. Alors nous on l'appelle كسرة. كسرة. في الشلف كما قلت لكم المغياز الكسرة دون يعني beaucoup de régions de l'est et l'ouest. Et la recette, bien sûr, elle est très simple. Zahia, قولي-nous la recette. 3 mesures de semoule. C'est de la semoule moyenne. Moi, je la fais avec la semoule moyenne. Et une moitié d'huile d'olive. Moitié d'huile d'olive avec un peu de sel. Moi, personnellement, je ne mets pas de levure. Je suis vraiment traditionnelle. Je mets levure, mais pas chimique. J'adore quand elle est croustillante. Quand elle est croustillante, j'aime un tout petit peu parce que j'aime bien تغمس بها. Voilà. Donc, accompagné de hmis ou la chleta dans quelques régions d'Algérie. Elle est présente, elle traverse des siècles. Et je tiens à donner un petit détail très très important, c'est qu'elle est typiquement algérienne. ما نلقاوها في حتى جهة.
عندهم خبز واحد اخر dans les pays voisins, mais le ksara tana elle est exceptionnelle. Donc c'est une recette de Madame Bembrim que je salue de passage. كنت عندها مرة ضيفة, donc حطتها لي, j'ai trouvé ça excellent. Et puis on peut la préparer dans des anniversaires, كي نروحوا عند واحد ندوها معانا. La présentation, voilà, c'est une très bonne idée. Voilà, donc نقدروا نديروا لها برك un cure-dent. نقدروا نديروا فيه des olives, des petits morceaux de fromage. Voilà, donc بصحتكم ما دقتيش؟ مازال ندوقك. مازال نسمحي حرة بصحة يا دوق. أنا سنة تعرضينيش ما عرفتينيش. لا نعرضك انتي هذه راكي في دارك. Merci Amina. Donc, je ne sais pas si on a un peu de temps. Merci. Non. Voilà, donc je ne sais pas si on a un peu de temps. Le plus important, alors, il y a la régie qui te dit il y a encore 5 minutes. Nous avons encore 4 minutes. 4 minutes. Donc, on termine avec Houria. Là, avec Nassera. C'est moi la bavarde. Non, du tout. Parce que, Masha'Allah, je sens que vous maîtrisez bien votre métier. Et puis, mon nouveau métier. C'est un métier qu'on fait avec beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Exactement. C'est vraiment pas pour le gain d'argent pécunier, mais c'est vraiment parce qu'on aime ça. On aime. Parce qu'il y a des gens qui nous disaient, vous êtes obligés de le faire. Non, on aime le faire. On l'a ouvert cet atelier parce qu'on aime ça. Je voulais en parler parce que je pense que c'est une personne que vous connaissez. Je voulais parler de Hadja Hussein. Ah oui, je salue. J'ai connu cette équipe grâce à notre amie qui est tout le temps après nous, à nous booster et à mettre en valeur tous les artisanes et les artisans de l'association Zine Bladi. Et elle est toujours là à promouvoir le tourisme solidaire dans tous ces domaines. Même en parlant de galettes, on va chez des gens, on visite et on mange chez eux les spécialités qu'ils font. Ça leur fait gagner un petit peu d'argent et à promouvoir tout ce qu'ils font, tout ce qu'elles font, surtout les femmes chez elles. Voilà. Je la salue, je l'embrasse très très fort pour tout le travail qu'elle fait. Hadja Ould El Hussein, d'ailleurs, j'ai découvert ce trio formidable grâce à elle. Et elle aussi, elle est très présente à travers les réseaux sociaux. Elle fait un travail fabuleux pour la conservation de notre patrimoine, la tenue traditionnelle, l'art culinaire, ainsi que l'artisanat, donc tout ce qui est poterie et aussi il n'y a pas que ça, il y a même les bijoux. Les bijoux berbères. Voilà. Les produits cosmétiques, tout. Vraiment, elle est... Dans le collectif, on trouve plein d'artisans vraiment variés très bien. Dans les métiers. Donc, vous avez un message à passer. Est-ce que la fille algérienne aujourd'hui, la jeune fille, elle a cette envie d'apprendre ce métier? Te dire comme je suis à Sanaa ou là, il n'y a pas de... Si, nous, personnellement, on a 3 piqueuses au niveau de l'atelier. Elles sont jeunes, elles sont d'âge moyen, mais elles ont très très bien appris le métier. C'est des filles qui étaient dans des ateliers, qui ne savaient pas exactement ce qu'elles étaient en train de produire, parce que chacune faisait une partie, c'est du travail. Par contre, avec nous, elles ont appris à monter une robe, quelle que soit la robe amazigh, que ce soit la chaoui ou la robe kabyle ou le pantalon tergui. Donc, vous avez assuré la relève. Avec elle, on aimerait aussi que d'autres jeunes, on a eu des petites jeunes qui sont venues en formation chez nous pour être formées, qui sont venues pour la coupe. Mais c'est très 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 demandé, très apprécié comme travail. D'accord. Et comment on appelle cette tenue? هذه تاع عزازكا مع بالشرشيف حنا c'est la région ديالنا عزازكا عزفون. Voilà, donc Azfoun aussi, c'est... Moi personnellement, je suis née carrément en Kabylie et c'est Azfoun. À l'époque, c'était Azfoun. Enfin, notre village, maintenant, notre village n'est pas, c'est pas Azfoun lui-même, mais il s'appelle c'est la région de Kaoui Timizar. De Kamal Saoudi, et Azfoun, c'est une région qui a enfanté des piliers de l'art algérien. Et Kerbouch, le Hajj Mohamed Al-Anqis, Isiakhan, Boujma Al-Anqis, Ayed, une pléiade d'artistes arbés. Voilà, donc, Noul Houda, j'espère que
moi, je me sens bien quand je suis bien entourée. Et on était vraiment bien entourés. Tu nous transmets toutes ces bonnes énergies, Amina, chaque samedi en compagnie des invités. En tout cas, merci beaucoup. Amina, c'est excellent. Mais alors, excellent. Moi, j'adore quand c'est hard. C'est hard juste comme il faut. Voilà, en tout cas, très bon, excellent. Merci beaucoup, Amina. On se retrouve samedi prochain pour notre rencontre. Mesdames, ça a été un plaisir de partager ce moment en votre compagnie. En tout cas, on vous souhaite une très belle continuation de tout ce que vous allez entreprendre. Et merci pour ce que vous faites, surtout pour la préservation du patrimoine. Amina, on se retrouve samedi prochain, Inch'Allah. C'est promis. À l'avance. Merci beaucoup, Amina. Donc, on te retrouve lundi, déjà en compagnie de notre ami Radia Boulmaali. Et puis samedi prochain, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup, Amina. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouvez notre ami Radia Boulmaali dès demain, Inch'Allah, à partir de 8h. Pour ma part, je vous retrouve le 24 prochain. D'ici là, portez-vous bien. Excellente semaine à tous. Au revoir.